Par certaines nuits d'hiver, sans lune et sans nuages, vous pouvez admirer, près du cercle polaire, les lumières du Grand Nord, les discrètes aurores. Ces dragons lumineux, parfois rouges, souvent verts, fascinent par leur beauté quand ils couvrent les cieux. Pour le peuple Sami, c'est un grand renard qui, dans son déplacement leste, répand une poussière lumineuse et céleste. Pour les fiers Scandinaves, c'est la lune qui luit sur les armures concaves des féroces Valkyries, quand elles emmènent l'âme des guerriers décédés dans la cité-jardin du grand palais d'Odin. Au programme aujourd'hui, couche d'ozone, atmosphère, bouclier magnétique, atomes et vent solaire. Beaucoup de questions se posent autour des aurores boréales. Pourquoi de telles couleurs? Pourquoi apparaissent-elles autour des pôles mais pas directement sur les pôles eux-mêmes? Et si elles sont provoquées par des particules venues du Soleil, comment est-ce que ces particules arrivent à traverser le bouclier magnétique de la Terre? Pour pouvoir répondre à tout ça, je vous propose de commencer par un petit voyage dans l'atmosphère terrestre. Notre atmosphère est constituée de plusieurs couches. Du sol jusqu'à 12 km d'altitude, on trouve la troposphère, c'est la fine ligne orange au-dessus du sol. Sachant que la Terre fait un peu plus de 12 000 km de diamètre, c'est une couche très fine, mais qui contient 80% de la masse totale de l'atmosphère. Dans la troposphère, plus vous montez et plus la température diminue jusqu'à atteindre les moins 70 degrés. Ensuite, en bleu et blanc, on entre dans la stratosphère, entre 12 et 50 km d'altitude. Le saut de Felix Baumgartner, c'était à 39 km, donc il était dans la stratosphère. Ici, la température remonte progressivement jusqu'à 0 degré. Et c'est là qu'on trouve la fameuse couche d'ozone. Si vous assemblez 2 atomes d'oxygène, vous formez du dioxygène, c'est le gaz qu'on respire et qui est consommé par nos cellules. Si vous assemblez 3 atomes d'oxygène, vous formez de l'ozone. Ce qui se passe dans la stratosphère, c'est que les rayons ultraviolets envoyés par le Soleil viennent casser les molécules de dioxygène. On obtient alors 2 atomes d'oxygène séparés, et vous allez voir, c'est important pour la suite, on va en reparler. Un de ces atomes va se lier avec une molécule de dioxygène pour former du trioxygène, c'est-à-dire de l'ozone. Un peu plus tard, un autre rayon ultraviolet va venir casser la molécule d'ozone pour reformer du dioxygène. On appelle ça le cycle de l'ozone, et la conséquence, c'est que les rayons ultraviolets sont absorbés. Ici, vous voyez le spectre émis par le Soleil en orange, et le spectre reçu à la surface de la Terre en noir. On trace l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde. Vous voyez que le Soleil rayonne surtout dans le visible et un peu dans les ultraviolets et dans les infrarouges. Ce qui nous intéresse ici, c'est que dans le spectre reçu à la surface de la Terre, il y a des trous. Ici, on en voit plusieurs dans les infrarouges, par exemple. De la lumière infrarouge est émise par le Soleil à ces longueurs d'onde, mais à la surface de la Terre, on ne reçoit pas ces longueurs d'onde, parce qu'elles ont été absorbées par l'atmosphère. Les absorptions dans les infrarouges, c'est surtout dû aux molécules d'eau, et pour les ultraviolets, on l'a vu, ça vient surtout de la couche d'ozone. Et heureusement qu'il y a cette couche d'ozone, parce que les ultraviolets, c'est très nocif pour les êtres vivants. Peut-être que sans la couche d'ozone, il n'y aurait pas de vie du tout sur Terre, donc merci la couche d'ozone. Ensuite vient la mésosphère, en orange, entre 50 et 80 km. Ici, la température se remet à descendre, c'est l'endroit où la plupart des météorites sont désintégrées quand elles tombent sur Terre. Et enfin, la thermosphère, entre 80 et 600 km, nous sommes arrivés à destination. On voit une teinte verte vers 100 km d'altitude et une teinte rouge vers 200 km. C'est ici que se produisent les aurores boréales. Les aurores polaires sont observées autour de 70 degrés de latitude autour des pôles magnétiques. Ça fait une sorte d'anneau autour des pôles. On les appelle les aurores boréales au nord et les aurores australes au sud. Elles sont très colorées mais assez peu lumineuses. On voit souvent les étoiles au travers. Depuis la surface, on ne les voit que de nuit, mais le phénomène se produit bien sur l'anneau complet tout autour du pôle magnétique. À la fin du 19e siècle, Christian Birkeland, un physicien norvégien,
va faire l'hypothèse que des électrons sont envoyés depuis le Soleil jusqu'à la Terre, puis guidés par le champ magnétique terrestre jusqu'à arriver au pôle et créer les aurores. Ce flux de particules chargées envoyées par le Soleil, on appelle ça le vent solaire. Le Soleil nous envoie de la lumière, bien sûr, des photons qui mettent 8 minutes à nous atteindre, mais en plus de ça, il nous envoie aussi des particules chargées, des électrons, des protons, qui vont plus lentement et qui mettent en moyenne 2 jours pour arriver sur Terre. On a vu que la couche d'ozone nous protégeait de la lumière ultraviolette. Ici, ce qui nous protège du vent solaire, c'est le champ magnétique créé par le noyau de la Terre. On a déjà parlé de ça sur cette chaîne, le champ magnétique fait des boucles autour de la Terre, on appelle ça des lignes de champ. Et les particules chargées, les électrons et les protons, ont tendance à tourbillonner autour de ces lignes. Les particules vont glisser le long des lignes de champ, un peu comme des perles qui glissent le long d'un collier. Dans le modèle de Birkeland, il y a des courants électriques qui circulent tout autour de la Terre. Aujourd'hui, on appelle ça des courants de Birkeland, et on les détecte avec les satellites. Mais à l'époque, à la fin du 19e siècle, ça a été très mal reçu, ça passait un peu pour de la pseudo-science. Du coup, Birkeland, il avait beaucoup de mal à financer ses recherches, mais il s'est pas démonté, il s'est retroussé les manches, il s'est dit « je vais utiliser mes compétences scientifiques pour développer des technologies, gagner de l'argent avec ça, et financer moi-même mes propres recherches ». Il a notamment développé un canon magnétique et un procédé chimique pour fabriquer des engrais. Ça a très bien marché, il a gagné plein d'argent, il a rapporté plein d'argent à la Norvège, et il a pu continuer ses recherches tranquillement. Pour prouver sa théorie, comme quoi c'est bien le vent solaire qui provoque les aurores boréales, Birkeland fabrique un objet qu'on appelle une terrella. C'est une petite sphère magnétisée qui modélise la Terre et son champ magnétique. Avec un canon à électrons, il envoie du courant électrique sur la sphère, et miracle, il voit apparaître une lueur au niveau des pôles magnétiques de la terrella. Donc l'expérience est un succès, mais il y a un petit truc qui l'embête, c'est que sur la vraie Terre, les aurores boréales n'apparaissent que sur un anneau autour de 70 degrés de latitude. Si on est pile au niveau du pôle magnétique, donc à 90 degrés de latitude, il n'y a quasiment jamais d'aurore boréale. On le sait maintenant, ça vient du fait que la Terre peut effectivement être vue comme un aimant avec un pôle nord et un pôle sud, sauf que le champ magnétique, il est créé au niveau du noyau de la Terre, pas à la surface. Donc s'il y a un pôle nord et un pôle sud, ils sont pas du tout à la surface en fait, ils sont en profondeur. Et donc les lignes de champ vont plutôt ressembler à ça. Vous voyez qu'elles convergent vers le centre de la Terre, et du coup, à la surface, elles n'arrivent pas exactement sur le pôle magnétique. On l'a dit, les électrons suivent ces lignes de champ, un peu comme les perles sur un collier. Un électron donné, par exemple, il va suivre la ligne en rouge et arriver à la surface, typiquement à 70 degrés de latitude, et provoquer à cet endroit les aurores boréales. Donc typiquement, en Europe, il faut aller en Norvège si vous voulez admirer le spectacle. Alors, il reste encore 2 problèmes à résoudre. Premier problème, à la base, les électrons envoyés par le Soleil, ils sont attachés aux lignes de champ magnétique du Soleil, pas aux lignes de la Terre. Et donc il faut trouver un phénomène qui fait passer ces électrons des lignes du Soleil vers les lignes de la Terre. C'est un peu comme si vous aviez 2 colliers, il y a une perle qui est attachée au collier de gauche, et d'une manière un peu magique, la perle va passer sur le collier de droite, c'est un petit peu bizarre. Et bien sûr, deuxième chose à expliquer, qu'est-ce qui provoque les magnifiques couleurs rouges et vertes des aurores boréales? Pourquoi quand l'électron arrive, ça déclenche un phénomène lumineux? Pourquoi ces couleurs? Pourquoi telle couleur à telle altitude, etc. Le champ magnétique créé par le noyau crée un énorme bouclier autour de la Terre qui s'étend sur des centaines de milliers de kilomètres. On appelle ça la magnétosphère, et cette magnétosphère est complètement déformée par le vent solaire. Côté jour, elle est écrasée par le flux constant de particules, et à l'inverse, côté nuit, elle est très étirée, un peu comme le sillage d'un rocher sur une rivière. Parfois, le vent solaire devient très puissant à cause d'une éruption solaire. Les lignes de champ magnétique à la surface du Soleil vont se déformer et causer ce qu'on appelle une reconnexion magnétique. Voilà ce qui se passe. Vous avez 2 lignes de champ qui se rapprochent, donc 4 segments A, B, C et D. En haut, les segments A et B sont reliés entre eux, et en bas, ce sont les segments C et D qui sont reliés. Quand les lignes entrent en contact, il y a donc une reconnexion magnétique.
le segment A se détache du segment B pour se connecter au segment C, et de l'autre côté, il y a une connexion entre B et D. Alors vous allez me dire quel rapport avec les aurores boréales? Eh bien, il se trouve que ce phénomène est très violent, ça libère beaucoup d'énergie, et ça éjecte la boucle de champ magnétique dans l'espace. Cette boucle va emporter avec elle énormément d'électrons et de protons, et parfois, manque de chance, c'est éjecté pile en direction de la Terre. On l'a dit, normalement, le champ magnétique terrestre nous protège de tout ça. A priori, les particules vont passer autour du bouclier magnétique, sauf que il peut y avoir également des reconnexions au niveau du champ terrestre. On voit ici une reconnexion côté jour, et là on voit une reconnexion côté nuit. Et grâce à ces connexions entre les lignes de champ qui à la base viennent du Soleil et les lignes de champ de la Terre, les électrons vont réussir à passer sur les lignes de champ terrestres, ils ont réussi à passer la barrière. Ils vont alors pouvoir tomber sur la haute atmosphère et provoquer les aurores polaires. Une des preuves de ça, c'est que aujourd'hui on sait détecter les reconnexions magnétiques, et souvent, environ 1 minute 30 après la reconnexion, on observe sur Terre des aurores boréales très intenses. On voit ici les reconnexions côté nuit, avec des boucles de champ magnétique qui sont éjectées vers l'arrière. À chaque fois, un peu comme quand on relâche un élastique, ça va ramener plein d'électrons vers la Terre. Et quand une tempête solaire arrive sur Terre, on voit que le bouclier magnétique est encore plus déformé, les reconnexions sont encore plus violentes, le flux d'électrons qui arrive sur Terre est très intense, et ça crée des aurores boréales qui descendent beaucoup plus bas que les 70 degrés de latitude. Et c'est ce qui fait que pendant cette tempête solaire, on peut observer des aurores boréales à des latitudes plus basses, par exemple depuis la France. On distingue généralement 3 zones pour les aurores boréales, avec à chaque zone une couleur associée. À très haute altitude, vers 200 km, l'aurore va être rouge. Plus bas, à 110 km du sol, on a les fameuses aurores boréales vertes les plus lumineuses. Ici, on voit bien qu'on a le vert en bas et le rouge en haut. Et encore plus bas, vers 90 km d'altitude, on a un mélange de mauve, bleu, violet. Ce qui se passe, c'est que, suivant leur vitesse, les électrons vont traverser plus ou moins d'atmosphère. S'ils vont vite, ils vont traverser beaucoup plus d'atmosphère, ils vont être arrêtés beaucoup plus proches du sol, et ce qui les arrête, ce sont les atomes et les molécules de l'air. Ici, on a la composition de l'atmosphère en fonction de l'altitude. En bas, au niveau du sol, on retrouve la répartition 80% de diazote N2 et 20% de dioxygène O2. Ça, c'est l'air que vous respirez. Mais regardez ce qui se passe à partir de 100 km. Les radiations du Soleil cassent les molécules de dioxygène pour former des atomes d'oxygène isolés O+. C'est ce qu'on a vu quand on a parlé de la couche d'ozone. Et là, vers 100 km, on est justement pile dans la zone des aurores boréales. Donc à la base, on a une éruption solaire, une bouffée de vent solaire qui arrive sur Terre, des reconnexions entre les lignes de champ qui permettent aux électrons de traverser le bouclier magnétique. Ces électrons, ensuite, ils viennent percuter les atomes d'oxygène, ça va donner de l'énergie à ces atomes, et vous connaissez l'histoire, l'atome va se désexciter, il va perdre son énergie en émettant de la lumière. Vers 200 km, l'oxygène va rayonner dans le rouge, mais plus bas, cette radiation rouge, elle met du temps à se déclencher. Et le souci, c'est que à plus basse altitude, la densité de l'air est plus importante, il y a plus de molécules, et donc il va y avoir plus de collisions. Et l'atome d'oxygène, il va pas avoir le temps de rayonner dans le rouge, il va perdre son énergie, non pas en rayonnant de la lumière, mais à cause des collisions. Donc à haute altitude, il y a très peu de densité, il y a très peu de collisions, et donc l'atome, il a le temps de rayonner dans le rouge, mais à plus basse altitude, il a plus le temps. Et du coup, à cette altitude, vers 100 km, c'est une autre radiation qui va dominer, une radiation verte cette fois, qui est plus rapide que les collisions. Voilà pourquoi les aurores sont rouges en haut et vertes en bas. Dans les deux cas, ce sont des atomes d'oxygène qui émettent de la lumière parce qu'ils ont été frappés
par des électrons du vent solaire, mais comme la densité de l'air est plus importante à basse altitude, il y a plus d'atomes par mètre cube, c'est la radiation verte qui va dominer. Enfin, vous vous souvenez, encore en dessous, il y a une troisième zone avec des couleurs plutôt violettes. En dessous de 100 km, on l'a vu sur le diagramme, il n'y a plus d'atomes d'oxygène isolés. Ici, les électrons ne vont pas percuter des atomes d'oxygène, mais des molécules d'azote N2. Et l'azote, il va pas rayonner une couleur verte ou rouge, mais plutôt une couleur violette. Donc les aurores boréales sont bien créées par le vent solaire, et les différentes couleurs viennent des différences de densité et des différents atomes qui sont présents dans l'atmosphère. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je fais un live sur Twitch juste après la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en direct. Ça commence à 20h30, je vous mets le lien de la chaîne Twitch en description. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez mettre un petit pouce et un petit commentaire. C'était la dernière vidéo de la série sur l'électromagnétisme. Ensuite, on fera une petite vidéo hors série sur la colonisation de Mars. Et après, on démarre la série sur la relativité restreinte, donc abonnez-vous si vous voulez suivre ça. Et si vous êtes étudiant, j'ai fait des chaînes secondaires spécialement pour vous. Allez jeter un œil si ça vous intéresse. Allez, portez-vous bien et à bientôt.